Enchantée donc de vous présenter notre invité d'honneur, le réalisateur Michael Radford, qui va en fait jouer un rôle important cette année pour nous, puisqu'il se trouve au carrefour des deux thématiques principales. Nous allons rendre un hommage à son œuvre et montrer un certain nombre de ses films, qu'il va présenter pour la plupart. Mais il est aussi là dans le cadre de la rétrospective ou le retour sur Shakespeare à l'écran dans le cinéma britannique, puisqu'il est le réalisateur d'un magnifique Marchand de Venise que vous pourrez voir demain. Je laisse donc la parole à Francis Rousselet, directeur artistique du festival, et Michael Radford, qui vont vous dire quelques mots et puis pourront répondre à vos questions. Oui, je ne vais pas dire grand-chose, je vais laisser Michael Radford répondre à vos questions et vous parler. Mais je voulais simplement préciser une chose, puisqu'on a parlé de la rencontre Radford et Shakespeare, que, comme il dit, c'est un de ses collaborateurs très utile. Et effectivement, il nous a annoncé hier soir qu'avec Al Pacino, qui joue Shylock dans Le Marchand de Venise, qui sera demain, il est en train de monter un Roi Lear, qui est un projet qui est intéressant, pour l'an prochain peut-être, oui. Si Dieu veut, oui. Voilà, si tout va bien. Et donc, ce sera encore une correspondance de plus entre Shakespeare et Michael. Bon, je laisse la parole à Michael. Qui peut vous parler en français. Il parle très bien le français, l'italien, l'espagnol et le chinois. Voilà. C'est comme vous voulez. Ouais, c'est un peu rare. Chez les Anglais, c'est rare. C'est pour ça que je déteste ce discours qui a lieu à ce moment sur le marché commun, enfin sur la communauté européenne en Angleterre, parce que c'est tout basé sur le nationalisme anglais. Et moi, je ne me sens pas du tout anglais, je me sens européen, au fond. Et j'étais j'étais très impressionné par Clémence Poésy, qui habite entre Paris et Londres, qui a dit qu'elle aussi, elle se sentait complètement européen, pas français, mais européen. Et c'est ça pour moi le discours. C'est pas qu'est-ce qu'on peut avoir de l'Europe, qu'est-ce qu'on peut gagner, est-ce que les Français gagnent ou est-ce que les Anglais gagnent. Non, c'est pas ça. Il faut oublier d'être anglais. On parle anglais, mais on est européen. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Bon, enfin, je peux partir là maintenant. Un bon début. Est-ce qu'il faut que je dise quelque chose? Oui. Non, mais je réponds aux questions ou bien... Non, mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je parle peut-être de Shakespeare. C'est compliqué. En fait, j'ai écrit le scénario du Marchand de Venise. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je dis souvent que Shakespeare, il a écrit l'histoire, les dialogues et les personnages. Et moi, j'ai fait tout le reste, ce qui n'est rien du tout. Ce que j'ai fait, en fait, c'était une chose que je pense à rajouter quelque chose au Shakespeare dans le cinéma, c'est-à-dire qu'à la compréhension pour les gens, c'était un film assez populaire. Ce qui me plaît beaucoup parce que les gens, surtout en Angleterre, les Anglais et Américains, ont peur du langage de Shakespeare et la poésie, si vous voulez. Et moi, je me suis dit que quand Shakespeare il a fait ses pièces au Globe Theatre à Londres, il y avait deux types de personnes dans l'audience. Il y avait des nobles et il y avait le peuple. Et le peuple s'en foutait complètement de la poésie. Ils suivaient l'histoire. Ils riaient, ils avaient peur, ils aimaient bien les batailles, ils aimaient bien la comédie et tout ça. Donc il fallait suivre l'histoire. Et j'ai noté en fait que dans Shakespeare, dans le cinéma, c'est compliqué parce que Shakespeare, s'il a une... C'est difficile de le dire, qu'il y a des faiblesses dans Shakespeare. Mais les faiblesses sont les faiblesses du théâtre, si tu veux. Parce que quand il rentre dans une histoire, il rentre directement dans l'histoire. Dans toutes ces pièces, on rentre directement dans l'histoire, sans le backstory. C'est-à-dire que dans le cinéma, où l'identification avec les personnages est tellement forte, est tellement directe, est tellement immédiate, il faut absolument que les gens sympathisent immédiatement. C'est qui c'est l'héros de l'histoire.
Et Shakespeare, on a tout le backstory au fur et à mesure que la pièce déroule. Donc, par exemple, dans la fameuse scène de le livre de Cher avec Shylock, c'est la première fois qu'on rencontre Shylock. Et le moment où on le rencontre, et il faut savoir, il faut connaître déjà qui c'est. On ne sait jamais au théâtre qui c'est ce mec-là. Donc, c'est donné à Antonio, à Shylock de parler à Antonio, de nous donner, pendant cette scène-là, qui est une scène très très forte, pendant cette scène-là, de dire qu'est-ce qui s'est passé entre eux. Signor Antonio, many a time and oft upon the Rialto, you have reviled me and spat upon my Jewish gabardine, and now you ask for money? Mais ça, quand je le dis là maintenant, tout le monde comprend. Mais en fait, ça passe comme ça. On ne prend pas conscience de ça. Donc Rishi dit, je vais inventer des scènes précédentes qui précèdent la pièce, où on verra tout ça, où on verra le pourquoi, qu'est-ce qui sont les rapports entre tous les personnages. Comment le faire? Je me suis permis non d'écrire la poésie de Shakespeare ou dans le style shakespearien. Je me suis permis de faire une chose seulement, c'est de citer les noms des gens. Donc, un peu d'action. Un prêtre, un machin, il était un moine franciscain, est en train de se manifester contre les Juifs. Donc, les paroles là sont prises de Saint Paul et de Martin Luther. Bon, enfin, ce sont les discours. Donc, mais il y a une grande bataille entre les Vénitiens et les Juifs. Et Shylock, il arrive, il voit Antonio, il dit « Antonio !» Et Antonio dit « Shylock ?» et il crache dessus. Ok, fort. Mais il y a avec les autres personnages aussi, vous avez des introductions, les jeunes gardes qui passent partout. Il y a Antonio qui voit Bassanio et il dit « Bassanio !» On sait à ce moment-là qu'il est amoureux. Donc, il y a d'autres choses. Donc, on sait, au début de la pièce, on sait déjà qui sont tous les gens. Donc, ça veut dire que quand il arrive dans la scène, dans le deuxième acte, c'est la scène 5 de la pièce, quand Antonio et Bassanio arrivent pour emprunter de l'argent de Shylock, quand Shylock dit « Signor Antonio, many a time and oft upon the Rialto you have spat », tout le monde est engagé, parce que tout le monde dit « Mais ce mec-là, je l'ai vu en crachant sur ce type-là. » Et il lui demande de l'argent. Donc on commence à sympathiser avec un mec qui demande un livre de chair. En plus, il a un livre de chair de chèvre. Il venait d'acheter dans le marché. Donc on voit qu'est-ce qu'il va faire ce type-là. C'est une blague, c'est un jeu qu'il joue, parce qu'il est reproché d'avoir demandé le désintérêt, parce que c'était contre la loi de Dieu. Même chez les Juifs, ils n'avaient pas de chance, les Juifs. Ils devaient faire ça parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Mais c'était une sorte de jeu qu'il joue. Est-ce qu'il vraiment pense qu'il va perdre tous ces bateaux? Non. Est-ce que Shylock pense qu'il va perdre tous ces bateaux? Non. C'est un jeu. Mais quand sa fille lui laisse, comme toutes les filles de la seconde génération, des Indiens, des Pakistanais, de tout le monde, des immigrés, la seconde génération veut se mêler avec les autres. La première génération se cache derrière leur propre culture. Mais, quand sa fille s'échappe avec le jeune bougard vénitien, c'est là où ça craque pour lui. Et on sympathise.
on sait très bien que c'est quelqu'un qui exagère. Et on lui reproche ça. Mais quand même, on le connaît. Et comme ça, tu suis l'histoire. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a dans le cinéma, évidemment, la possibilité de ne pas fixer sur les gens qui parlent. C'est facile à dire, c'est pas du tout profond ce que je dis. Mais quand même, pendant le procès, par exemple, on peut regarder les figures des gens qui regardent. Et là, on commence à savoir pourquoi elle est là, Portia. Pourquoi elle est là. Elle n'est pas là pour sauver Shylock. Elle est là pour voir qu'est-ce que c'est le rapport entre son mari, qu'elle vient d'épouser, le jour même, il est parti, sans aller au lit avec elle, il est parti, essayer de sauver son amant. Et c'est là où elle découvre tout ça, qui rend très très fort la 5e acte de la pièce, parce que normalement les gens disent, oh, c'est un peu, tu vois, pour finir, mais c'est prendre trop de temps. Mais là on dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire entre lui et lui? Et tu sais qu'Antonio va être humilié, parce qu'elle croit cette fille. Et le mec qu'elle adorait, il va passer le reste de sa vie dans les pubs. Ça, c'est sûr. Tu vois, il est foutu. Mais bon, tu vois, et c'est pour ça que le film est devenu très, très populaire parmi les gens. Parce que les gens qui connaissaient même pas Shakespeare. Parce que on peut suivre l'histoire facilement. Voilà. Et c'est ça ce qu'il faut le faire aussi quand je fais Le Roi Lear. C'est ça ce que je vais faire aussi. Donc, j'ai rarement vu... c'est la seule chose que je rapproche chez les films de Shakespeare. Parce que si les gens connaissent Shakespeare, ils aiment Shakespeare, ils savent ce que ça veut dire, la musique. Ils savent exactement, ils connaissent bien les pièces, ils savent exactement ce qu'ils vont dire les gens, ce que ça veut dire, les profondités, la poésie et tout ça. Mais c'est très peu de gens. C'est très peu de gens. Et si tu as envie que le peuple qui ne connaît pas la poésie de Shakespeare, qui sont effrayés de Shakespeare parce que ça fait partie de la culture. Et en fait, s'ils peuvent suivre la pièce et voir que les gens du XVIe siècle sont exactement les mêmes des gens du XXe, du XXIe siècle. Et voilà. La chose qui m'a plu le plus, à la première à Londres, la chose qui m'a plu le mieux, si tu veux, c'était à la fin. Il y avait un moment de silence, et puis applaudissements, et puis il y avait un mec, un Pakistanais, qui s'est mis debout et il a dit, Mr. Radford, je voulais vous dire que je suis pakistanais, je viens de Pakistan, je suis musulman, mais j'identifie complètement avec le juif Shylock. Voilà. Merci, je crois que là, vous nous avez montré justement beaucoup de choses intéressantes pour ce qui est et de l'adaptation, du passage du théâtre au cinéma, oui. Et pour ce qui est justement de la modernité et l'universalité de Shakespeare. Et c'est ça qu'on veut essayer de montrer tout au long de ce festival aussi, que Shakespeare c'est pas ringard, Shakespeare c'est de la culture, mais c'est aussi nous. Et on retrouve beaucoup de choses dans Shakespeare, dans toute cette complexité. Il y avait hier matin une émission sur France Culture dans une série sur l'antisémitisme qui portait sur le Marchand de Venise justement et dans lequel un certain nombre d'extraits du film ont été passés. Oui. Bah, il y a 2 pays où le Marchand de Venise est devenu très très populaire, en Israël et à New York. Et en même temps très contesté aussi dans disons, bah oui. Oui. Non mais ça c'est la pièce elle-même et justement enfin Al Pacino explique très bien dans un petit film que vous verrez ce soir que ce qui l'a déterminé à jouer le film de Radford alors que jusque-là il avait toujours refusé de jouer Shylock. Mais la façon dont
dont le personnage est revu par Michael Radford, l'a séduit totalement et il a dit cette fois-ci je joue Shylock. Oui. Bon, on peut parler peut-être des autres films, parce Ouais. qu'il y en a. Parce qu'il y en a beaucoup. Mais enfin, on peut vous laisser la parole aussi si vous avez des Mais questions. bien sûr, bien Non, mais sûr. c'est vrai que le Marchand de Venise rassemble quand même beaucoup d'éléments thématiques très actuels, comme l'exclusion, le pouvoir, la jalousie. C'est des choses qui nous parlent parce que bon, c'est quand même quelqu'un qui a sondé l'âme humaine très profondément. Donc c'est vrai que ça nous parle beaucoup et il n'a pas pris une ride de Shakespeare. Hein. Il est très puissant dans sa profondeur d'analyse quand même. C'est ça qui est étonnant. Oui, non, mais autrement, il y avait par exemple, il y avait beaucoup, j'étais reproché surtout par le monde de la comédie théâtrale à Londres, qui est très très fort, d'avoir fait une version classique, c'est-à-dire ambientée dans le 16e siècle à Venise. Mais j'ai dit, écoute, vous voulez que quoi? Comme Richard III, de machin, qu'il est un nazi. Donc, tu dis au début que Richard III est un nazi, et où est-ce que ça va après? Il y a un nazi là, il y a un nazi là, il y a un nazi là. Tu vois, ça dit absolument rien. C'est l'espèce de fausseté qu'on trouve dans le théâtre, parce qu'on s'ennuie en faisant du Shakespeare. Tu as des centaines de Shakespeare chaque année. Donc, les metteurs en scène, les réalisateurs de théâtre, ils cherchent de mettre autre chose. Mais là, quel rêve de pouvoir apporter les gens à la Venise du XVIe siècle et de montrer que les gens étaient louches, que les femmes se portaient nues, et ça, tout ça c'est vrai, et que tout le monde était choqué par Venise du XVIe siècle. En même temps, ça nous rappelle notre première. C'est là la métaphore. C'est une métaphore pour notre temps. Parce que l'humanité, c'est le même partout. Et pour pouvoir montrer ça et transporter les gens dans le XVIe siècle, et tourner à Venise, évidemment, c'est un rêve.